Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle. Un grand merci à Catherine Fafard et à Geneviève Bernier pour m'avoir invité. L'intelligence artificielle, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet dont on entend parler au quotidien. C'est un phénomène, c'est en fait une constellation de technologies qui est censé changer le monde dans les années à venir, qui est censé déjà le changer. Il y a eu le scandale Cambridge Analytica, dont vous avez sans doute entendu parler ces derniers jours. L'idée globale, c'est que d'ici 5 à 10 ans, toutes les entreprises, toutes les industries vont injecter de l'intelligence artificielle dans leur modèle d'affaires. Ça ne va pas nécessairement bouleverser leur modèle d'affaires, mais ça va l'optimiser, c'est à peu près l'idée. Il y a une phrase que j'aime beaucoup citer, c'est une phrase de Andrew Ng, qui est professeur d'informatique à Stanford, qui dit que l'intelligence artificielle, c'est l'électricité du 21e siècle. On parle de nouvelles révolutions industrielles. Il y a deux éléments fondamentaux à retenir par rapport à l'intelligence artificielle. C'est d'abord que son coût est quasi nul. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est proche de zéro. Il y a uniquement la main-d'œuvre qui est importante et qui coûte cher, ça c'est vrai. Et le deuxième élément, c'est que ça nécessite une grande quantité de données. Et quand on parle d'une grande quantité de données, c'est pas quelques gigas, c'est vraiment plusieurs terabits de données. Autre élément à retenir, c'est que contrairement à la plupart des industries qui sont un peu à la ramasse sur ce point, le milieu du livre a la chance de récolter ces données depuis un certain moment. Ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, notamment avec Clément Laberge qui parlera après moi. Deux éléments à retenir aujourd'hui, c'est que l'union fait la force. L'ensemble des présentations aujourd'hui a un peu pointé cet élément-là. Il faut s'unir pour à la fois valoriser les données existantes et pour structurer ces ensembles-là pour le futur. On a un contexte économique qui est particulier, particulièrement à Montréal pour l'intelligence artificielle. D'abord parce qu'on a des investissements financiers et humains qui sont massifs pour l'intelligence artificielle. Deux exemples rapides, la start-up Element AI, qui est une start-up qui est dirigée par un ensemble de personnes, dont notamment Yoshua Bengio, qui est peut-être la personnalité au sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui au Québec et dans le monde. Il est dans le top 3. Il est dans le panel, il est dans le CA, et c'est une start-up qui a levé 136 millions de dollars l'année dernière. Donc 136 millions de dollars, c'est la plus grosse somme qui a jamais été levée dans l'histoire pour une start-up d'intelligence artificielle. 100 millions également pour la stratégie intelligence artificielle au Québec. Ça, une grande partie a été captée par Ivado, qui est l'Institut de valorisation des données. Et ça fait de Montréal, en fait, une capitale de l'IA. Au même titre que Londres, au même titre que Palo Alto, et il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se targuer d'être autant à la pointe aujourd'hui. Ça, c'est pour l'intelligence artificielle. Et pour le monde du livre, alors on a eu une conférence de Françoise Benamou sur l'économie du livre il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais grosso modo, l'idée, c'est que l'économie de la recommandation s'informatise depuis déjà un certain nombre d'années, et qu'on passe d'une économie de biens à une économie de services qui est fondée sur une idée de partage. Il y a moins d'appétit pour la propriété. Moi, je le vois à Québec, d'où je viens, il y a beaucoup de librairies de livres usagés, et on n'hésite pas à revendre les livres qu'on a achetés. Donc il y a un contexte où on achète moins de livres neufs. Pour vous donner quelques chiffres, en 2008, c'était 747 millions de dollars de ventes de livres neufs. En 2016, on est tombé à 602 millions de dollars de chiffre d'affaires pour les ventes de livres neufs. Donc on a quand même une baisse assez nette. Et l'objectif, il est toujours le même, finalement. On veut quand même continuer à vendre, évidemment, des livres neufs. Et l'idée, c'est toujours une idée de recommandation. Viser mieux pour vendre plus, avoir une recommandation ciblée. Tout de suite, je vais vous parler de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je vais passer un petit peu de temps sur cette slide, parce que c'est une notion qui est souvent comprise comme complexe, qui ne l'est pas nécessairement. Après, c'est les techniques qu'il y a derrière qui sont complexes. Je vous l'ai dit en introduction, c'est une constellation de technologies. Alors, dans l'intelligence artificielle, on a plusieurs sous-ensembles. Le premier, c'est l'apprentissage machine.
Alors l'apprentissage machine, c'est l'idée que les algorithmes d'intelligence artificielle vont apprendre eux-mêmes du corpus. Et dans ce sous-ensemble de l'apprentissage machine, on a l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, c'est ce qui performe vraiment en intelligence artificielle depuis 2012. L'intelligence artificielle, c'est un champ de recherche qui existe depuis 1956. Il y a eu plusieurs hivers de l'intelligence artificielle. C'est des périodes où, quand vous mettiez intelligence artificielle dans vos demandes de subventions, que ce soit privé ou public, vous perdiez toute crédibilité. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On récolte des fonds parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Et les chercheurs dans le milieu plaisantent souvent en disant que quand on veut récolter des fonds, on parle d'intelligence artificielle. Quand on veut recruter du monde, on parle d'apprentissage machine et d'apprentissage profond. Alors, l'intelligence artificielle et les algorithmes, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même chose? En fait, c'est des synonymes. L'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui permettent en fait de simuler une activité qui est normalement réservée à l'être humain. Alors, ça peut être tout un ensemble de choses. Ça peut être l'apprentissage, ça peut être la conduite d'une voiture, ça peut être tirer au pistolet, ça peut être faire une peinture, ça peut être écrire un livre. Imaginer, créer, on peut absolument tout imaginer à ce sujet-là. Il y a quelques notions à mettre en place tout de suite, deux notions un petit peu compliquées, celle de discrétisation. C'est un terme compliqué, mais le phénomène il est assez simple, c'est ce que vous avez dans le fond quand vous avez la numérisation d'un contenu. Par exemple, un disque vinyle, c'est un signal continu. La musique est un signal continu, et le phénomène de numérisation qui passe par la discrétisation, ça permet de segmenter en fait ce signal continu en plusieurs signaux, et ces signaux sont sous forme binaire, puis sont ensuite remédiatisés par un ordinateur. Derrière l'idée de discrétisation, il y a une vieille idée philosophique, qui est une idée de Leibniz, c'est l'idée que finalement tout est mathématique. Dieu est un mathématicien, et on peut tout réduire à une formule mathématique, à des chiffres, que ce soit les émotions, que ce soit la physique, que ce soit la chimie, que ce soit l'amour, que ce soit l'art, bref, tout est mathématisable. Donc cette idée a évidemment des limites, on s'en doute, des limites philosophiques, des limites éthiques. C'est pas là-dessus qu'on va s'axer aujourd'hui, mais c'est important de l'avoir en tête. Pour l'intelligence artificielle, on a des applications macro, c'est la voiture autonome, c'est la médecine. On a des gros progrès aujourd'hui au niveau de l'imagerie, des scanners, tout simplement parce qu'on est capable de donner un scan de poumon, par exemple, à une intelligence artificielle qui va lire cette image, et en lisant cette image, va découvrir que telle cellule est potentiellement cancéreuse, alors qu'un médecin oncologiste, un médecin spécialiste du coup des cancers, ne sera pas capable de le voir. L'intelligence artificielle est capable d'être beaucoup plus précise que des médecins spécialistes sur ce point-là. Les chatbots, c'est tout simplement les robots qui vous parlent quand vous êtes par exemple sur votre site bancaire, vous communiquez, vous avez un dialogue avec un robot, c'est un chatbot. Mais il y a aussi des applications pour l'intelligence artificielle en optimisation énergétique. C'est l'idée des villes intelligentes, comment faire en sorte de mieux utiliser l'énergie, de mieux utiliser l'eau, comment optimiser. Puis on a évidemment le phénomène des élections. Trump en a fait un usage massif pendant sa campagne. On voit le scandale aujourd'hui avec Cambridge Analytica, c'est la même idée. On a une intelligence artificielle qui est capable de savoir où pointer pour avoir le résultat le plus effectif possible. Donc comprendre une masse de données représentative d'un ensemble, voir ce qu'on ne voit pas. Et une autre part de l'intelligence artificielle, c'est l'application micro. C'est la recommandation prédictive, c'est la publicité ciblée, c'est éventuellement la traduction, et puis vous avez probablement toutes et tous des smartphones, des téléphones intelligents avec vous, avec peut-être un assistant personnel. L'idée, c'est que dans les années à venir, on va avoir des assistants personnels qui vont être de plus en plus réactifs, qui vont être de plus en plus capables de s'adapter à vous, et qui donc vont vous donner le résultat exact, peut-être même avant même que vous ne l'ayez formulé, en fonction de vos habitudes, notamment de consommation. Il y a deux risques avec l'intelligence artificielle. Le premier, c'est de croire en la neutralité de l'algorithme, et le second, c'est de croire en l'absolu de la donnée. Pour bien comprendre ces deux éléments-là, je vais vous donner un exemple.
C'est l'exemple de Tai qui a été... en fait, c'est un chatbot, donc c'est un robot conversationnel qui a été mis en ligne par Microsoft en 2016, en mars 2016. Et il a été coupé au bout de 24 heures. Pourquoi? Parce que Tai était capable en fait d'apprendre du comportement des internautes qui discutaient avec lui. Et les internautes, quand ils ont vu ça, ils se sont dit l'occasion est trop belle, on va le pourrir. Et ils lui ont balancé tout un ensemble de réflexions antisémites, homophobes, misogynes, en lui envoyant des lolcats à profusion. Et au bout de 3-4 heures, Tai avait complètement perdu les pédales. C'était devenu un robot qui parlait que d'Adolf Hitler et de lolcats. Donc gros problème pour Microsoft qui ont coupé le truc. Mais on voit que les données influencent véritablement le résultat de l'intelligence artificielle. Deuxième exemple, un concours de beauté qui était mis en place l'année dernière. Alors l'idée, elle était assez drôle. Envoyez-nous vos égo-portraits, envoyez-nous vos selfies, puis on a notre intelligence artificielle qui va juger de la beauté de vos visages. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle, elle a été entraînée sur un jeu de données qui excluait complètement les personnes de couleur, les personnes asiatiques, qui avaient en fait un corpus uniquement avec des personnes blanches. Donc on avait une intelligence artificielle qui était raciste, fondamentalement raciste, puis qui a jugé des critères de beauté avec des critères racistes. Ça a évidemment fait scandale, à raison. Ça pointe vraiment l'idée que à chaque fois qu'on utilise des données, ces données sont biaisées. C'est pas parce qu'on donne des données volontairement biaisées, mais c'est parce que les données humaines sont des faits humains comme tout, et c'est toujours subjectif en fait. Alors il y a un livre là-dessus qui est très intéressant que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Ça s'appelle Weapons of Mass Destruction, qui a été écrit par une chercheure en informatique qui s'appelle Cathy O'Neill en 2016, et ça pointe vraiment toute cette question-là, tous les problèmes que ça pose, parce qu'on a souvent tendance à considérer que dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de jeux de données, on parle de mathématiques, et les mathématiques c'est neutre, or ça l'est absolument pas. L'intelligence artificielle, ça fonctionne avec des données et avec des métadonnées. Alors, distinguer les données des métadonnées, c'est quelque chose d'essentiel pour cette présentation, puis même pour comprendre le phénomène de manière générale. Qu'est-ce que c'est que la différence entre les données et les métadonnées? Les métadonnées, c'est tout simplement les données qui décrivent d'autres données. C'est très méta, hein, c'est dans le titre. L'idée, c'est que vous avez encore une fois vos téléphones intelligents avec vous. Quand vous prenez une photographie, on relie à cette photographie un ensemble de critères. Votre photo a été prise le 20 mars 2018, elle a été prise au Lac-Saint-Jean ou à Montréal, elle est donc géolocalisée. Puis là, vous avez deux éléments qui permettent de classer votre fichier photographique qui est lui-même composé d'un ensemble de données, c'est-à-dire finalement d'un ensemble de chiffres, des 0 et des 1, qui reproduisent une image. Et vous avez d'autres données qui les classifient selon un certain nombre de critères. Et l'idée de l'intelligence artificielle, c'est surtout de jouer sur ces données-là, sur les données de la photographie, pour les transformer éventuellement en métadonnées. Alors je vous ai mis quelques petits exemples à côté de la photographie. Votre intelligence artificielle, elle va être capable en fait de déterminer qu'il y a un certain nombre de personnes sur cette photographie-là. Elle va ensuite identifier qu'il y a 4 personnes, il y a 2 filles, 2 garçons, elle passe ensuite l'information, c'est des personnes qui sourient, on a peut-être une corrélation à faire, c'est peut-être une famille, c'est peut-être des amis, a priori il y a 2 enfants qui sont beaucoup plus jeunes que les 2 autres personnes, donc c'est probablement les parents et les enfants, donc c'est peut-être une photo de famille. Puis ils vont vous proposer, vous pouvez peut-être le voir déjà sur Facebook, quand vous voyez une image qui n'est pas complète, il y a un petit texte avec écrit « Cette image contient peut-être des personnes qui sourient, un chien, un ciel bleu, puis un ensemble de choses comme ça ». C'est l'intelligence artificielle qui analyse les données photographiques pour potentiellement les transformer en métadonnées. Vous avez la même chose quand vous êtes sur votre logiciel de traitement photo et que vous pouvez déterminer si ce visage-là, c'est le visage de votre frère, de votre mère, de votre conjointe ou de votre conjoint.
Et ensuite, quand vous avez dit, OK, bah ça c'est Nicolas, ça c'est Michel, votre intelligence artificielle va être capable d'aller chercher dans votre jeu de données pour vous proposer, OK, cette photo-là, est-ce que c'est Michel? Oui, non, et ainsi de suite. Ça, on raffine le résultat. Donc l'idée, elle est, ça c'est le principe photographique, mais l'idée, elle est la même pour absolument tout. C'est la même idée pour le texte. Quand vous avez un roman, par exemple, votre roman, il est classé avec des métadonnées. Le système tout simple d'une librairie ou d'une bibliothèque, avec une cote, avec un numéro ISBN, avec le nom de l'auteur, avec la date de publication, le nom de l'éditeur, le genre éventuellement, ce sont des métadonnées, c'est des éléments, des caractéristiques qui sont en fait modulables, qui sont structurantes, qui peuvent être internes ou externes, ça on va voir un petit peu plus tard ce que c'est, qui sont surtout administratives et techniques. Donc l'objectif des métadonnées, c'est ça, c'est d'organiser les connaissances pour exploiter le document. Dans le monde du livre, on cherche à avoir, ça, encore une fois, Clément touchera un mot, j'imagine, peut-être plus tard, on veut avoir des métadonnées sur l'acheteur, parce que si on arrive à savoir qui est l'acheteur, on arrive à savoir ce qu'on peut lui vendre, en fait, ce qui va lui convenir. Donc les métadonnées, ça peut être l'âge, ça peut être la catégorie socio-professionnelle, ça peut être éventuellement le nombre d'enfants, ça peut être surtout la fréquence et l'historique d'achat, les préférences, les likes Facebook, les centres d'intérêt, et ensuite on raffine les statistiques de lecture, le temps de lecture quotidien, le nombre d'heures lecture, est-ce que c'est quelqu'un qui relit beaucoup, c'est quelqu'un qui lit une seule fois, c'est quelqu'un qui lit vite ou non. Donc ça, c'est une chose, mais avec l'intelligence artificielle, on peut pousser la réflexion un peu plus loin, on peut se demander si on ne peut pas avoir des métadonnées, par exemple, sur la lecture. Alors il y a eu le projet Google Books en 2004, c'est un projet dont vous avez sans doute entendu parler. L'idée de Google Books, c'était un side project de Google, c'était finalement de créer la plus grande bibliothèque numérique au monde. Donc ils se sont dit, c'est génial, on va numériser tous les livres qui existent, notamment de la Library of Congress, puis tout ça, et on va créer une gigantesque bibliothèque numérique, consultable partout dans le monde, en tout temps, par toute personne. Alors évidemment, ça n'a pas fait rire tout le monde. Il y a eu des grosses levées de boucliers au niveau du droit d'auteur et du copyright. Le projet a complètement stoppé en 2012. Leur compte Twitter, il est plus actif depuis 2013. Donc c'est stoppé, mais il n'empêche que Google a aujourd'hui un jeu de données absolument faramineux et sur lequel il peut entraîner ses intelligences artificielles, que ce soit pour entraîner son système d'assistant personnel, OK Google. OK Google, c'est entraîné sur des jeux de données qui sont les jeux de données qui ont été récoltés notamment avec les Google Books. Alors pas uniquement, hein, il y a d'autres jeux de données qui sont utilisés, mais ça y participe. L'idée que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est que demain, s'il y a peut-être concertation aujourd'hui ou dans les temps à venir avec les acteurs du monde du livre, on peut envisager des outils qui vont lire les nouveaux romans qui sortent, les nouveaux livres qui sortent, et qui vont être capables de faire le même procédé de corrélation que font les logiciels de reconnaissance photographique. Donc on va avoir une intelligence artificielle qui va lire les livres et qui va être capable de dire, bah ok, dans tel livre, on a une héroïne plutôt qu'un héros, on a la présence d'animaux de compagnie, on a une scène où ça parle de bouffe, on a une scène où ça parle de tels éléments, on a une scène semi-érotique, on a une scène, et ainsi de suite, c'est un roman policier avec du sang à un moment ou pas de sang à ce moment-là. Et on est capable d'avoir des résultats extrêmement précis, on est capable d'avoir une classification en fait, des ouvrages qui va être extrêmement fine, une granularité qui est très effective. L'idée, c'est évidemment de moissonner ces données-là, de les récolter, de les croiser, de tirer des corrélations, puis de former à terme des bases de données décisionnelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une base de données décisionnelle? C'est tout simplement un ensemble de données et de métadonnées qui permet de réagir à une situation dans laquelle on se trouve pour avoir la solution la plus effective. Petite anecdote à ce sujet, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de parler à l'ex-PDG d'Hachette France, et il m'expliquait qu'ils avaient tenté de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait, la vente, notamment dans les grandes surfaces.
Alors l'idée, c'est qu'ils ont tout simplement filmé les gens qui voulaient acheter, puis ils étaient assez surpris du résultat. Les gens se comportaient face au livre comme avec un bien consommable. Genre c'est comme une pomme. On prend le livre, on le retourne, on l'ouvre, on le feuillette, on regarde un peu la consistance. Est-ce que c'est des mots très serrés? Est-ce que c'est des mots très relâchés? Bon, en fonction de ça, les personnes vont décider de l'acheter ou non. Puis des fois, il y a des personnes qui tournent autour du rayon, prennent un livre 5 ou 6 fois, finalement ne l'achètent pas. Puis il y a des personnes qui, au contraire, vont le prendre directement, un achat hyper impulsif. Donc en vérité, on ne sait pas véritablement comment ça fonctionne. C'est un petit peu différent en librairie, ça je vous l'accorde. Mais l'idée de l'intelligence artificielle, c'est d'enlever un peu cette part d'inconnu, puis d'être capable de réagir de manière beaucoup plus précise et de faire de la recommandation extrêmement adaptée aux consommateurs. Donc vraiment l'idée à retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est avant tout des données. C'est un ensemble de données. Le principe, c'est de joindre des données massives avec de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on crée extrêmement massivement de la donnée au quotidien. On a 2,5 quintillions d'octets qui sont créés chaque jour. En 2019, ça sera 2 étabits. Alors c'est un terme, moi je n'étais pas très familier avec ce terme-là. Alors pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente, j'ai trouvé une analyse qui est l'analyse de MFG Labs. 1 gigaoctet, c'est à peu près un film. 200 pétabits, c'est tout ce qui a jamais été imprimé dans l'histoire du monde. 5 hexabits, c'est l'ensemble des mots prononcés depuis le début de l'humanité. Et 1 zétabit, c'est 1 milliard de milliards d'octets, puis c'est uniquement ce qui a été mis en ligne pour l'année 2010. Donc, bon, enfin, c'est des chiffres qui sont complètement ahurissants. 2019, ça va être 2 zétabits, et on ne sera même pas encore véritablement dans l'Internet des objets qui va doper ça puissance 10, quoi. Donc je vous parlais un petit peu plus tôt de l'intelligence artificielle en vous disant que c'est une donnée qui est un ensemble de technologies qui est déjà en fait de coût quasi nul. Si vous regardez les GAFAM, si vous regardez les plateformes sur lesquelles ils peuvent relâcher leurs algorithmes d'intelligence artificielle comme GitHub, ils les donnent en contenu libre pour que les concurrents, pour que les PME puissent les utiliser. Alors ça participe d'un phénomène où on se dit que bon, peut-être si les gens les utilisent, ils vont créer de la richesse, puis ça pourra éventuellement bénéficier ensuite aux GAFAM. Ça c'est vrai, mais c'est qu'une partie de l'analyse. La grosse partie de l'analyse, c'est tout simplement que les PME, les petites entreprises, puis les concurrents des GAFAM, ils n'ont pas suffisamment de données pour que leur intelligence artificielle soit suffisamment efficace. Parce qu'encore une fois, l'intelligence artificielle, ça demande beaucoup de données. Je l'ai dit en introduction, le milieu du livre a la chance de bénéficier d'une collecte de données depuis un certain nombre d'années. Il y a des entreprises qui récoltent ça depuis leur début, parce qu'ils avaient bien compris l'avantage économique que ça leur donnait. C'est l'exemple d'Amazon, c'est l'exemple de Kobo, qui, soit dit en passant, était au départ les Kobo, les liseuses, ça a été créé par une chaîne de libraires. Donc il y a toujours la possibilité vraiment de reprendre l'avantage économique. De façon plus récente, aujourd'hui, on a les grandes chaînes, on a les librairies indépendantes qui collectent des données, et on a surtout des acteurs publics ou semi-publics, comme Ivado, dont j'ai parlé tantôt, comme la BTLF, Société de gestion à financement public, qui récolte des données, notamment des données de vente. Clément Laberge, encore une fois, en parlera un petit peu plus tard, qui récolte des données de vente depuis une dizaine d'années. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement précieuses pour le monde du livre, parce qu'on n'a pas à créer ces données. On a à agir pour un futur proche, pour structurer les données qui viennent, pour structurer les métadonnées, mais on a déjà une grande part du travail qui est fait. Il faut bien sûr continuer l'effort, il faut bien sûr continuer à mutualiser. C'est vraiment peut-être le maître mot de la conférence puis de la journée, parce que la récolte indépendante, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'une librairie indépendante va faire ce travail-là qu'on va réussir à avoir une application de l'intelligence artificielle qui va être efficace. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-François Gagné, qui est le PDG d'Elementai, la start-up dont je parlais au début, qui dit que pour tirer profit de l'IA, il faut d'abord s'attaquer aux données. Donc valoriser plutôt que créer, soigner les métadonnées, récolter et structurer,
mutualiser, développer un travail commun, car c'est la quantité de données vraiment qui fait la force. Une distinction importante à donner, c'est l'indistinction entre le livre numérique et le livre papier. Alors on se dit souvent que pour récolter des données, c'est facile avec le livre numérique, puis que pour le livre papier, c'est une autre paire de manches. Ça paraît être une évidence, mais il faut le rappeler. Amazon le fait très bien, le fait de manière efficace. Kobo le fait également. Le problème, c'est qu'ils le font pour le livre numérique. Et pour le livre numérique, on a une privatisation de la donnée. Ils vont pas le donner, ils vont pas le rendre public, leur set. Leur jeu de données, ils vont jamais le rendre public. C'est leur force économique, elle se trouve là. Pour le livre papier, on a une impossibilité de récolter des données de lecture du client. On ne peut pas mettre en tout cas des vidéos chez eux pour voir quand ils lisent, comment ils lisent. Mais on a quand même une possibilité de récolter des données de lecture sur le livre. C'est ce dont je vous parlais tantôt avec l'idée d'avoir une intelligence artificielle qui est entraînée sur les livres qui sortent, puis sur les livres qui sont sortis pour finalement comprendre de quoi parle le livre, puis pour segmenter en fait le texte en métadonnées, puis dire ok, ce texte-là, il parle, il y a des scènes de bouffe. Puis on va avoir, je ne sais pas, sur les millions de livres qui existent, on va avoir un certain nombre d'ouvrages qui vont parler, non pas spécialement de bouffe, mais qui vont avoir des scènes de bouffe. Puis vous avez telle personne qui va être très intéressée par les livres qui comportent des scènes de bouffe, puis qui aime bien les livres qui ont des scènes de bouffe, puis qui sont également des policiers. Et là, on va pouvoir commencer à croiser les données, puis présenter non pas les derniers livres, mais éventuellement des livres du passé. On avait l'exemple d'Alibaba, qui est la plateforme de vente en ligne chinoise. Leur intelligence artificielle fait des scores de lecture aujourd'hui qui sont bien meilleurs que les scores de lecture humaine. Donc l'intelligence artificielle est plus apte maintenant à comprendre un texte, dans une certaine mesure, qu'un lecteur humain. Et en tout cas, surtout, à conserver ces données en mémoire. Et on a surtout la possibilité de récolter des données de vente avant, du coup, en connaissant, par exemple, l'acheteur, en connaissant le client. Ça, c'est en grande partie le travail des libraires, c'est évidemment le travail des éditeurs, des auteurs. Et en récoltant les avis après. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet ouvrage? Est-ce que vous aimez? Tout un ensemble de choses. L'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on va croiser les données du livre numérique et les données du livre papier. Alors ça, c'est encore une fois un travail de mutualisation. Collecter, conserver, traiter les données, ça peut se faire uniquement avec un travail commun. Là, je vais entrer dans la deuxième partie de ma présentation, qui est après avoir un peu présenté les bases du fonctionnement, l'IA comme l'intelligence artificielle comme outil de prédiction, c'est-à-dire comme outil de recommandation. On est encore une fois dans un contexte de surabondance. On a aujourd'hui 356 millions de livres. C'est faramineux. Il faut s'y retrouver. On est dans un contexte où on a également une marge, un flou en fait entre le travail des libraires, le travail des éditeurs, sans dire que les gens se marchent sur les pieds, il y a un peu, notamment les éditeurs qui commencent à entrer dans le jeu des libraires avec un travail de recommandation. On a une recommandation humaine qui s'est numérisée depuis un certain nombre d'années. Les présentations précédentes l'abordaient de manière vraiment en long et en large, avec les sites communautaires spécialisés, les blogs spécialisés, les youtubeurs. On a toujours une diversité de propositions, mais l'idée principale, c'est que c'est des modèles qui sont fondés sur la personnalité de l'influenceur. Donc le lecteur potentiel va s'intéresser avant tout à la personnalité de l'influenceur, va décider de lui faire confiance, et c'est en fonction de la personnalité de l'influenceur qu'il va décider de suivre ou non l'avis qui est donné. L'idée, elle est importante parce que quand on passe à l'utilisation d'intelligence artificielle pour faire de la recommandation, c'est l'idée qui est complètement inverse. On n'est pas sur la personnalité de l'influenceur, on est sur la personnalité du lecteur. Donc l'idée, c'est d'avoir le contenu le plus précis possible pour l'acheteur potentiel, pour le lecteur. Et on a deux types de prédictions avec intelligence artificielle. On a la prédiction macro, qui est la prédiction en fonction des autres, et on a la prédiction micro, qui est la prédiction en fonction de soi.
La prédiction en fonction des autres, c'est ce que fait Amazon avec le principe d'autres lecteurs ont aimé, donc vous aimerez peut-être. L'idée, c'est qu'on va tabler sur un comportement futur, en fait. Amazon a eu une politique agressive d'acquisition de données depuis un certain nombre d'années avec le rachat de Goodreads pour un montant qu'on ne connaît pas. Mais l'idée, c'est qu'en ayant une grande masse d'acheteurs dont on connaît un peu l'historique d'achat, on va être capable de dire, OK, les personnes qui achètent tel livre achètent souvent aussi tel autre livre. Donc vous, si vous achetez le premier livre, vous allez peut-être aussi être intéressé par ce livre-là. Donc vous le voyez peut-être sur Amazon, si vous avez déjà acheté sur Amazon, vous avez un petit bandeau en bas, puis il y a écrit d'autres lecteurs ont acheté également ce bouquin-là, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, la prédiction macro, ça fonctionne relativement bien, mais à terme, on va passer à une recommandation qui est de plus en plus micro, qui est une recommandation qui est de plus en plus axée sur la personnalité vraiment du lecteur. Ça intervient dans un contexte économique qui est le phénomène dit de la longue traîne. Alors qu'est-ce que c'est rapidement le phénomène de longue traîne? C'est tout simplement l'idée qu'il vaut mieux vendre en grande quantité des exemplaires très spécifiques, très spécialisés, que c'est plus intéressant en termes économiques. Amazon table à fond sur cette idée-là. On peut donner, dans un contexte de longue traîne, une véritable place à des livres qui passent normalement sous le radar. Qui passent sous le radar pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que je n'ai pas mis les chiffres ici, mais je crois que c'est à chaque rentrée littéraire, on a quelque chose comme 420, entre 420 et 500 nouveaux livres qui sont publiés. Il y en a 5 ou 10 qui surnagent au cours de l'année, puis peut-être 1 ou 2 qui vont passer le test des 1-2 ans. Donc donner la place aux livres qui passent sous le radar, donner la place aux livres du passé, donner la place aussi qui sont dans une espèce de zone grise. C'est par exemple les livres qui sont encore sous copyright, qui sont encore protégés par le droit d'auteur, mais qui n'ont plus de maison d'édition. Alors quel modèle on peut avoir pour le libraire, par exemple? Est-ce qu'on peut utiliser de l'intelligence artificielle comme modèle de recommandation pour le libraire, comme un outil du libraire? Je pense que oui. Je pense que c'est tout à fait possible, mais ça reste à être mis en place. Petite anecdote à ce sujet, il y a quelques années, j'étais allé dans une librairie à Paris et j'ai demandé au libraire s'il n'avait pas un livre ou des livres sur des auteurs qui parlent de leur écriture. Parce que c'est un sujet qui me passionne tout simplement, puis je suis un grand fan des livres de la Paris Review, qui sont des recueils d'interviews qui sont très longs sur la question. Et le libraire, qui était un petit peu snob, m'a un petit peu rionné, puis m'a dit, écoutez, je viens de terminer tout Flaubert, et il n'y a pas un seul instant où il parle de la question de l'écriture. Il n'y a pas de recette de cuisine. C'était pas ce que je lui demandais, mais derrière cette idée-là, il y a l'idée qu'on a beau avoir une grande érudition en tant que libraire, en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur et en tant que lecteur, s'y reconnaître dans les 326 millions de livres dont on parlait plus tôt, ça relève d'une gageure absolument impossible en fait. Donc il y a un chercheur qui s'appelle Stigler qui parle des hypomnématas. Alors les hypomnématas, c'est encore une fois les téléphones intelligents, c'est tous les objets numériques qu'on a, c'est des extériorisations de la mémoire. On extériorise notre mémoire, on fait confiance à des objets qui sont capables de nous rappeler, de nous donner les informations qu'on recherche en temps et en heure, et on s'enlève un poids comme ça. Alors, une idée potentielle, c'est de permettre aux libraires d'avoir un moteur de recherche extrêmement précis, qui est fait pour les libraires, et qui est capable de rechercher à la fois dans la masse des livres existants, les 326 millions de livres dont on parlait, et dans le contenu de ces livres-là, pour éventuellement donner la recommandation la plus précise au lecteur. Vous avez quelqu'un qui aime les livres policiers avec des scènes de bouffe, mais qui ne veut pas qu'il y ait d'érotisme à l'intérieur, puis qui ne veut pas qu'il y ait non plus de sang, ou qui ne veut pas qu'il y ait d'homicide, ou qui ne veut pas qu'il y ait de cadavres.
Et avec l'intelligence artificielle, on va être capable, on est déjà capable de traiter des corpus faramineux et d'analyser ces livres, et puis d'avoir vraiment une granularité, des métadonnées sur le livre qui sont suffisamment précises pour donner la recommandation idéale au lecteur, et donc au libraire. Donc je pense pas que dans les temps à venir, les lecteurs vont accéder à des moteurs de recherche aussi peut-être complexes que ça. Mais par contre, imaginez un tel outil pour le libraire, un outil qui a été mutualisé, qui a été réfléchi en amont et en commun, c'est tout à fait envisageable. Françoise Benamou parlait du métier de libraire qui est historiquement celui d'une recommandation, qui est historiquement, on a historiquement la table du libraire, hein, on a une thématique, on a un ensemble de livres sur ce sujet-là, et les livres présents, les livres du passé. On peut imaginer qu'avec ce biais-là, avec ce moteur de recherche-là, le libraire va être capable de proposer quelque chose de tout à fait pertinent avec des choix qui sortent de l'ordinaire mais qui sont extrêmement précis, extrêmement adéquats, particulièrement si on couple ça avec une base de données acheteurs, où on connaît nos acheteurs, on connaît leurs intérêts, on connaît leur situation personnelle dans une certaine limite, hein, mais on connaît en tout cas leur centre d'intérêt, leurs préférences, et tout un ensemble de choses. Et ça peut permettre de faire du libraire un influenceur doté de nouveaux outils. Deuxième élément important, c'est l'autre phase de la pièce. L'intelligence artificielle, c'est de la prédiction, c'est de la recommandation, mais c'est aussi aujourd'hui de la production. Ça va intéresser beaucoup, j'imagine, les éditeurs, puis peut-être les lecteurs parmi vous. Parmi les productions écrites par des êtres humains, on a aussi aujourd'hui l'utilisation d'intelligence artificielle. Alors sans utilisation d'intelligence artificielle, on le connaît un petit peu, c'est l'idée d'utiliser les plateformes numériques pour influencer en fait les auteurs. Donc l'exemple de Wattpad, il est connu. Je pense que vous avez peut-être toutes et tous entendu parler d'Anatode. C'est cette jeune femme qui a écrit il y a quelques années des fanfictions sur le site communautaire Wattpad. Donc elle écrivait sa fanfiction sur le groupe One Direction tous les jours, un petit texte et tout ça. C'était lu par beaucoup de monde, ça a été lu par encore plus de monde. Puis finalement, on s'est rendu compte que les statistiques de lecture, ces textes avaient été lus plus d'1 milliard de fois. 1 milliard de fois. Alors je veux dire, le dernier Goncourt à côté, c'est rien par rapport à ça. C'est des chiffres qui sont immenses. Donc ça a une influence sur l'auto-édition parce que les lecteurs vont réagir à ce contenu-là, vont lui dire toi tu as commencé cette histoire, ça me plaît, j'aime la manière dont tu écris, puis j'aimerais bien que maintenant l'histoire elle aille vers telle direction. J'aimerais bien que ces deux personnages-là, ils aient une histoire, qu'ils se retrouvent à tel endroit, ça pourrait être sympa qu'ils rencontrent telle autre personne. Et Anatode joue le jeu complètement et écrit en fonction de ce que demandent les lecteurs au quotidien, en fait. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne pour Anatode, ça fonctionne peut-être moins bien pour de la littérature blanche, mais l'idée, vous l'avez. On a aussi un contexte de mécénat avec des sites comme Tipeee où on peut donner de l'argent à nos auteurs préférés. Les exemples de YouTube avec Nin Gorman qui a 66 000 abonnés, qui est une youtubeuse qui écrit aussi avec un retour de ses lecteurs, puis qui influence un petit peu sa manière d'écrire, ou en tout cas ses sujets. Donc ça, c'est sans intelligence artificielle, les productions qui sont écrites par des humains. Mais avec intelligence artificielle, on a un ensemble de chercheurs qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour apprendre des best-sellers. Ils ont passé les best-sellers de ces 15-20 dernières années au crible d'une intelligence artificielle, puis ils ont essayé de trouver des corrélations. C'est quoi les éléments qui font que ces bouquins-là sont devenus des best-sellers? Ça a donné un livre qui s'appelle The Best-Seller Code, et puis on se rend compte en fait que les critères du best-seller, c'est des critères très fins. C'est notamment une héroïne, il faut qu'il y ait un chien et pas un chat. On voit un peu le modèle qu'il y a derrière, c'est le modèle un peu Millennium. Mais l'idée derrière, elle fonctionne pas uniquement
pas uniquement dans le monde du livre, ça s'est vraiment globalisé. Les champions de ça, c'est Netflix. Alors Netflix, ils ont un modèle d'affaires, notamment avec l'exemple de House of Cards, où ils se sont dit, ah bah là, on a, avec nos données, nos métadonnées sur nos spectateurs, on se rend compte qu'ils aiment beaucoup les fictions politiques, et on se rend compte que les gens qui aiment les fictions politiques, c'est des gens qui aiment Kevin Spacey. Donc on va créer une fiction politique avec Kevin Spacey. Puis ça va être un carton. Effectivement, ça a été un carton. Mais on a aussi des productions qui sont écrites par des machines. Ça, c'est l'autre volet. L'autre volet, un volet qui esthétiquement pose de nombreuses questions, qui pose éthiquement de nombreuses questions. Alors on peut se rassurer un petit peu. C'est utilisé en musique, c'est utilisé en peinture, c'est utilisé en vidéo, c'est utilisé en cuisine. On a Chef Watson d'IBM qui trouve des nouvelles recettes qui sont utilisées par des chefs étoilés, comme un peu, c'est un peu le secteur R&D de la cuisine nouvelle. En musique, c'est utilisé pour... il y a un nouvel album de Stromae qui est sorti, où Stromae participe, et qui est généré par intelligence artificielle, en partie. Des nouveaux morceaux des Beatles. Enfin bon, on voit un certain nombre d'éléments qui commencent à sortir. La littérature dans tout ça, est-ce qu'on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour écrire? Alors oui, de manière très nette, quand on n'est pas exactement dans de la littérature, mais quand on est dans le milieu du livre. Il y a l'exemple des livres d'art, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On a surtout l'exemple de Philippe Parker. Philippe Parker, c'est un prof de l'ENSAD en France, qui est une école de business. Philippe Parker, il déclare qu'il a écrit 200 000 livres. Alors, il n'a pas écrit 200 000 livres, c'est l'intelligence artificielle qui l'utilise, qu'il a créé lui-même, qui a écrit 200 000 livres. Alors lui, il se base vraiment sur le phénomène dit de la longue traîne, c'est-à-dire qu'il s'est dit, bah, dans le monde, il y a des personnes qui sont intéressées par telle molécule, dans tel lac, dans tel endroit en Asie. Mais pour trouver toutes les données sur cette question-là, c'est galère. C'est pas forcément des gens qui sont très compétents au niveau informatique. Donc je vais leur proposer sur mon site, sur ma plateforme, le livre qui leur correspond. Et l'idée qu'il y a derrière, en fait, c'est pas lui qui le fait, c'est que son intelligence artificielle va moissonner le web, va moissonner d'autres bases de données, notamment des bases de données scientifiques, va compiler les données qui ont trait au sujet que veut le lecteur, et va concocter en fait un livre qui va ensuite lui être imprimé à la demande et va lui être envoyé. Donc quand il écrit 200 000 livres, il en vend à chaque fois peut-être 1 ou 2 exemplaires. Mais vous voyez un modèle économique qui est un peu décelé derrière. On a des entreprises comme Narrative Science, qui est une compagnie assez récente, qui fait grosso modo un travail d'écriture par intelligence artificielle, particulièrement dans le domaine de la finance, puis dans le domaine du sport. Quand on veut des résultats sportifs ou des résultats financiers, on a c'est des éléments en fait qui sont chiffrés, qui sortent de manière assez régulière. Et ce qu'on veut, c'est simplement avoir juste un petit texte qui présente ces résultats-là de manière cohérente. Ça fonctionne. Et on a aussi des journaux, c'est particulièrement le cas de Libération en France, qui utilisent de l'intelligence artificielle pour écrire des petits articles. Donc ça ne s'est pas encore généralisé évidemment aux journalistes d'investigation, aux journalistes de fond de manière générale, mais ça existe déjà. On a enfin des cas d'arnaque et de blanchiment sur Amazon notamment qui sont sortis ces dernières semaines. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le lieu ici, mais sachez que ça existe. Et on arrive à ma dernière slide, c'est la question de la littérature pure. Est-ce qu'on peut avoir des machines qui écrivent de la littérature pure? Je vous rassure, pas vraiment. C'est pas le cas, par contre, la question elle paraît simple parce qu'on se dit souvent la créativité c'est uniquement un phénomène humain, c'est vraiment pas le cas. Faut essayer de se sortir cette idée de la tête parce que en musique et en peinture, particulièrement en musique,
dans les années à venir, vous allez écouter de plus en plus de musique générée par intelligence artificielle et générée uniquement par intelligence artificielle. Il y a certains sites, c'est absolument bluffant. C'est un secteur de recherche qui est travaillé depuis les années 70. Ça fonctionne très bien. Dans le milieu de la littérature, c'est bien plus compliqué, tout simplement parce que quand on doit avoir une narration, quand on doit avoir un récit avec un début, un milieu, une fin, il y a le gros bon sens, puis le gros bon sens, l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore prête de l'avoir. Elle n'est pas encore prête de l'avoir. Mais par contre, les GAFAM, dont on parle tout le temps, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ces entreprises-là, leur objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui a du bon sens. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que demain, ça sera le cas? Bon, on ne va pas faire de la science-fiction, mais la question mérite quand même d'être posée. À l'heure actuelle, on a quand même des concours littéraires qui existent, concours littéraire du Nano Genmo aux États-Unis, concours du Shinichi Literary Award au Japon. Alors c'est un concours qui a ouvert tout simplement le concours aux œuvres qui étaient générées, qui étaient écrites par intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle n'a pas gagné, mais elle a concouru, et elle a concouru de manière relativement efficace. Alors on a des collections d'éditions, hein, comme Using Electricity, qui est une collection qui est dirigée par Nick Montfort, qui est un prof de littérature computationnelle à Harvard. On a des sites dédiés comme literary.com, vous pouvez aller voir ça sur Internet, sur le web si ça vous intéresse. Donc des narrations qui sont difficiles à produire, mais par contre des textes poétiques qui sont très faciles à produire, puis qui passent quand même relativement bien le test de Turing. Alors le test de Turing, j'imagine que vous en avez peut-être entendu parler, c'est finalement de se dire, est-ce que ce texte-là a été écrit par une machine ou par un être humain? En poésie, ça fonctionne très bien, mais ça fonctionnait déjà très bien dans les années 60. Ce qui va se passer dans les années à venir, je ne suis pas devin, mais j'ai interrogé un certain nombre de personnes à ce sujet-là, particulièrement dans le domaine de l'écriture, c'est qu'on va utiliser peut-être l'intelligence artificielle comme un outil d'écriture plus qu'autre chose. Il y a un poète que j'aime beaucoup, avec lequel je vais présenter un panel à Hello à Montréal. Hello, c'est Electronic Literature Organization, c'est plusieurs jours de conférences qui a lieu à Montréal en août. Et lui, c'est un poète et anciennement un chercheur et prof qui utilise l'intelligence artificielle pour écrire de la poésie. Puis lui, son avis, c'est que d'ici quelques années, tout le monde va utiliser pour écrire de l'intelligence artificielle, parce que vous allez avoir un assistant d'écriture qui va être extrêmement performant, qui va être capable de connaître votre style, et qui, au moment où vous bloquez, lapsus intéressant, au moment où vous bloquez, va être capable de réagir en pressant la touche Tab, par exemple. Il va vous continuer votre phrase de manière parfois pertinente, parfois moins. Mais l'idée, c'est qu'on va écrire de manière en binôme avec notre intelligence artificielle. Donc, ma présentation se termine. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est vraiment que deux éléments, que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui existe, qui a un coût quasi nul. Pour l'utiliser, il faut des données, il faut beaucoup de données. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mutualiser. Puis les modèles économiques, les modèles d'affaires, les nouvelles opportunités, elles sont à créer. Et ça, c'est le travail de tout le monde dans le monde du livre aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Tom. Reste assis parce qu'on va avoir les questions du public. Quand même, Françoise Benamou, que tu as cité, disait que la clé dans l'économie de la recommandation, c'est prédire, influencer le comportement. On se rend compte, malgré tout, qu'il faut beaucoup d'humains derrière pour nourrir cette intelligence-là. Et c'est peut-être la bonne nouvelle de cet élément-là, non? Il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'ai pas mise dans ma présentation parce qu'elle est un petit peu... Elle n'est pas tout à fait politiquement correcte, mais c'est l'intelligence artificielle, c'est le travail idiot de certaines personnes. Et en fait, c'est le travail idiot de beaucoup de personnes. On sait que les compagnies, les GAFAM, utilisent très largement des travailleurs au clic, notamment en Inde ou en Chine, qui sont des personnes qui vont tout bêtement identifier une image.
On leur balance une image, puis on leur dit ça, il y a quoi là-dessus, puis cliquez, là c'est un renard, puis là il y a un ciel, là il y a j'en sais rien, un vitrail, c'est une église, bon bref. Et en faisant ce travail-là, ce travail de raffinement-là, ils aident l'intelligence artificielle à progresser. Donc oui, il y a un travail humain qui est derrière, qui est important. Les métiers d'avenir en informatique, c'est depuis un certain nombre d'années les analystes de données. Ça va l'être de plus en plus. C'est ce qu'on appelle les data scientists, en fait. N'ayez pas peur de vous approcher des micros. Tu as effleuré l'impression à la demande tout à l'heure. Hachette, notamment, c'est beaucoup spécialisé là-dedans l'an dernier. Est-ce que c'est un peu ça, l'édition de demain, où c'est-à-dire qu'on va pouvoir anticiper, prédire la demande, donc imprimer à la demande, mais tout ça lié aux données? Est-ce que c'est un petit peu le portrait de l'édition de demain qui est en train de se dessiner? Je permet de réduire les invendus aussi. Là. Je pense que oui, dans une certaine mesure, mais on n'imagine pas de libraire sans stock, de livres évidemment, mais pour la recommandation de livres, notamment de livres passés, j'en sais rien, moi, des livres qui ont été publiés dans les années 70, puis qui sont dans la fameuse zone grise dont je parlais un peu plus tôt. Ces livres-là, on peut y accéder avec de l'impression à la demande. Donc, ça demande une organisation, ça demande effectivement une concertation, une mutualisation de tout un ensemble de choses. Mais c'est quelque chose qui est déjà, c'est possible techniquement, mais ça va peut-être effectivement influencer le métier de libraire, parce que la personne va tout simplement, on va pas avoir une imprimante suffisamment développée chez soi qui va nous permettre d'imprimer un livre avec une couverture, avec éventuellement un look sympa. Ça va être difficile. Par contre, peut-être que chez le libraire ou peut-être que chez l'éditeur, oui, ça va être une réalité. Est-ce qu'il y a aussi une question ici. Ouais. Oui, vous avez parlé de mutualisation, de l'importance de la mutualisation pour traiter les données, les collecter, etc. C'est un défi depuis longtemps. Dès le début du livre numérique, il y a eu beaucoup de discussions, notamment avec le leadership de Demarc, je le souligne, sur cette question-là. Mais aujourd'hui, en 2018, on a l'impression qu'il y a finalement très peu de progrès qui a été fait. Avec votre connaissance actuelle du milieu, du secteur du livre, selon vous, d'où devrait venir le leadership pour aller vers une mutualisation des données qui servirait le bien commun du secteur du livre? C'est difficile pour moi de vous répondre, parce que si je pointe la moitié de la salle, j'ai l'autre moitié qui va peut-être réagir. Très honnêtement, je ne le sais pas. La place est à prendre. Est-ce qu'il y a un conseil qui existe? Il y a l'ALQ qui existe, il y a d'autres associations qui existent pour les éditeurs, il y a les libraires indépendants du Québec qui créent une plateforme là, de lecture sociale. Les acteurs sont là, hein, je ne vais pas dire qu'ils attendent que ça, de se mettre dans la même pièce pour en parler. Il y a effectivement le jeu de la concurrence qui est difficile à outrepasser, mais... Vous dites les acteurs, est-ce que le milieu universitaire attend un peu qu'on vienne les voir? On a un peu l'impression, nous, dans le secteur, qu'on est des petits joueurs vis-à-vis les grosses entreprises technologiques, mais finalement, avec votre exposé, on voit qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites. Est-ce que c'est un peu à nous d'aller vers le milieu universitaire et les challenger en disant, on veut... Je pense que le milieu universitaire, particulièrement parce que des organismes possèdent déjà des données depuis un certain nombre d'années, la BTLF a apparemment des données d'achat depuis plus d'une dizaine d'années, ça c'est un truc qui est assez rare quand même, hein, dans les industries, voire très rare. Donc si vous arrivez, je ne sais pas, à l'ITIS, l'Institut des données massives à l'Université Laval, je ne vais pas dire que je les connais bien, mais j'ai pu faire quelques présentations pour eux. Eux, ils vont être intéressés par ça. Ça, c'est une certitude.
Ivado, c'est l'Institut de recherche à Montréal, c'est des profs qui veulent travailler sur les données. Leur objectif, c'est ça. Il y a un milieu qui est structuré, qui existe. Je pense que c'est loin d'être une mauvaise idée. C'est vraiment loin d'être une mauvaise idée. C'est peut-être une piste, et une belle piste. Sur cet espoir, merci beaucoup, Tom. Merci. D'avoir été avec nous.